Alors, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, plaisir renouvelé, puisque j'avais eu l'occasion d'y être il y a une année. La demande et le titre dans le programme de cette présentation est Apprentissage par résolution de problèmes. Mais tant qu'à y aller avec des substitutions, voici le vrai titre de cette présentation. Modalité de conception, d'implantation et d'évaluation de l'apprentissage par problème, le cas du programme MD de l'Université de Sherbrooke. Alors, l'apprentissage problème est niché dans cette présentation, mais plutôt que d'en faire une présentation en bonne et due forme de ce qu'est cette approche ou cette méthode et comment elle fonctionne, on va l'aborder, disons, en surface. Ce qui est le thème de mon propos, plutôt, c'est vous savez peut-être, je vais y aller avec la présentation de mes objectifs, puis je ne perdrai pas trop de temps. Donc, mon premier objectif avec vous aujourd'hui, c'est de tenter de distinguer ces étapes ou ces phases de conception, d'implantation et d'évaluation. Ici, ce sera pour l'apprentissage par problème qui, en 1987, a été mis en place dans la formation médicale à l'Université de Sherbrooke. Ça fait un peu plus de 30 ans. Et donc, de comprendre ces phases. Et dans un travail que j'ai réalisé au cours de la dernière année et demie, donc j'ai revisité ces 30 années passées avec des collègues de cette faculté avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au cours de pas de ces 30 dernières années quand même, mais quand même depuis un certain temps, pour donc revisiter ce qui s'est passé dans ces 30 années et tenter d'analyser ce parcours, cette histoire de l'implantation d'une innovation pédagogique majeure à cette époque, et puis lui donner un peu de sens, lui donner un peu de relief. Et c'est à travers un outil théorique que j'ai eu l'occasion de développer avec un collègue de HEC Montréal, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure, comme démarche, que j'ai fait cela. Alors voilà ce qui est proposé aujourd'hui dans cette présentation. Et puis j'espérerais bien au final que vous ayez l'occasion de réfléchir en cours de route à la possible transférabilité de ce propos, de ces leçons apprises en lien avec tout projet de changement qui pourrait vous habiter, que ce soit à hauteur de vos interventions individuelles comme à la hauteur de projets un peu plus ambitieux qui pourraient vous habiter également, qui toucheraient un ensemble de cours ou d'activités de formation, qui pourraient toucher l'ensemble d'un cursus également. Alors voilà, au menu, je démarre avec un problème. Vous savez, quand on lit, j'aime beaucoup les romans historiques, j'en mange et j'en lis abondamment, et l'habitude de la plupart des auteurs, ce n'est pas de commencer « Il était une fois » nécessairement en 1537 et là démarrer dans l'ordre chronologique des choses. Très souvent, on nous met un événement phare qui initie, disons, le propos, puis ensuite, soit on recule un peu dans le temps ou on avance un peu et on fait ces allers-retours. Alors, je vais donc débuter la présentation par un événement assez important qui s'est déroulé en 2011 et je retracerai ensuite le trajet ou la trajectoire de changement qui a eu lieu depuis 1987. Je vous proposerai deux cadres interprétatifs à cette étape-là, puis un tout dernier à la fin pour tenter de donner du sens et interpréter adéquatement mon propos, qui donc s'inscrit à la fois dans la réalité d'action et aussi tenter de s'élever un peu au-dessus de la mêlée et donner du sens à tout cela. Je vous présenterai aussi rapidement, puis de façon plus détaillée, le programme MD de l'Université de Sherbrooke, et donc dans une logique un peu plus chronologique, le récit des événements à travers cet outil dont je viens de vous parler. C'est bon? On démarre? Allons-y. OK, cet événement critique. Alors, vous savez, comme il doit y en avoir en France, mais là, j'avoue mon ignorance, nous avons au Canada une organisation nationale qui supervise l'ensemble des formations médicales. Et il y a dans cette organisation un comité d'agrément des facultés de médecine du Canada, le CAFMC pour les intimes, qui donc a visité notre faculté de médecine et a émis un rapport qui a quand même beaucoup fait de bruit dans l'institution, dans notre établissement. Et il y a une recommandation, il y a eu 13 recommandations et quelques indications plus légères qui ont été faites. Et la 7e se lit comme suit. En ce qui a trait à la gestion du programme éducatif, les responsabilités, mandats et processus de votre programme sont bien définis. Cependant, dans certains cas, ils ne sont pas compris ou appliqués au sein du programme MD.
Alors, tout de suite, on voit quelque chose se profiler à l'horizon, des informations, des indications papier, puis ensuite, il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Malgré l'existence, continue-t-il, de comités appropriés existants, les décisions relatives aux objectifs et au contenu des cours individuels sont principalement prises au niveau du cours, sans l'approbation requise de l'organisme de surveillance centrale. Comprenez le vice-décanat aux études. Il y a aussi donc une autre situation complexe qui est celle de la gestion du changement qui se profile en toile de fond, c'est-à-dire entre une idée, on va en reparler tout à l'heure, conçue quelque part, et l'application de cette idée dans la pratique par des praticiens. Alors voilà, cet événement clé a donné naissance à la dernière grande révision du programme MD auquel j'ai participé pendant 2 années et demie dans les premiers mouvements, disons, de la réflexion, pour ensuite laisser la place à des gens qui ont développé le matériel cohérent avec les orientations qui avaient été données. Mais comment expliquer tout cela? Comment expliquer cette recommandation alors qu'on est déjà dans un contexte où des gens depuis 1987 avaient connu de grands mouvements, de grands changements, avaient donc vraisemblablement appris des leçons. Mais comme on le sait, dans l'action, on n'a pas toujours le luxe de prendre le recul nécessaire pour analyser sa propre action. Souvent, des gens de l'extérieur sont plus à même ou aptes à pouvoir le faire pour nous. Voilà la contribution justement de ce type d'organisation qui est le comité d'agrément. Alors, voici un premier cadre interprétatif de tout cela. Alors, le curriculum, nom aussi équivalent au mot programme de formation, cursus de formation, curriculum. L'explication ici est proposée lorsqu'on regarde le curriculum en tant que produit, un produit fini. Vous allez comprendre dans une seconde. Donc, première représentation, premier type de curricula ici qui est proposé, c'est ce que l'on appelle le curriculum planifié. Celui qui essentiellement sort de l'équipe de conception du programme ou du curriculum, qui a donc planché, travaillé pendant des semaines, des mois, voire des années, à concevoir, fignoler, anticiper l'ensemble des éléments clés à mettre en place, et qui donc dépose à un moment donné ce rapport expliquant les tenants et aboutissants, puis ensuite chemine vers le développement du matériel qui permettra d'avancer. Première instance de ce nouveau curriculum. La deuxième instance, c'est ce qu'on qualifie de curriculum enseigné. Alors, cette chose qu'on a conçue quelque part avec des outils assez adéquats, adaptés, tout ça, on les met entre les mains, ce curriculum, on le met entre les mains des acteurs de terrain qui sont donc les enseignants, les professeurs, les formateurs de ce cursus. Il est donc interprété à cette étape. Il est déjà revu en partie à travers la lentille du regard de ces personnes qui sont impliquées dans sa prestation. Arrive donc cette troisième étape, le curriculum expérimenté. C'est alors la perspective qu'en ont les étudiants de la façon dont ils le reçoivent, non pas à travers la lunette des concepteurs, mais à travers la lunette des enseignants formateurs, qui ont déjà traduit en partie l'information qu'ils avaient reçue en amont. Vous voyez, ce sont des figures, des images fermées. Vous avez l'idée de cette image de curriculum en tant que produit. Il y a un produit conception, il y a un produit de prestation, puis il y a un produit d'apprentissage qui se dégage. Le hic, c'est lorsqu'il commence à y avoir des écarts entre la façon dont un programme a été conçu à l'origine, la façon dont il est interprété par les gens qui ont la responsabilité de donner les cours, et au final, la façon dont les personnes qui reçoivent cette formation l'interprètent à leur tour. C'est déjà un enjeu. Le plus gros enjeu vient quand cet écart devient tellement significatif qu'ils ne se reconnaissent plus. Et c'est là où le facteur temporel devient un enjeu important à considérer. On parle à l'occasion de changements pérennes. Chaque fois qu'on veut mettre en place une innovation, on est préoccupé par la pérennité de ce changement. On investit tellement de temps, d'énergie et d'effort qu'on ne veut pas naturellement à chaque année reprendre de but en blanc l'ensemble de l'œuvre.
Et on a tendance, par essoufflement peut-être, ça s'explique, il y a plusieurs raisons possibles, on s'est dit, ça y est, le bébé est sorti, j'ai fait mon boulot, à vous maintenant de vous en occuper, d'autre part. Et on laisse aller pour une année un peu les choses, pour 2 années peut-être, et un peu plus. Et la littérature sur le sujet montre bien qu'il y a des possibilités de dérive. Dès lors qu'on est conscient de ce type d'interprétation possible, il ne faut pas justement laisser aller les choses trop longtemps pour éviter que les dérives quasi inévitables se produisent. Alors voilà mon premier cadre interprétatif pour donner du sens à la recommandation numéro 7 dont on vient juste de parler. Le deuxième, c'est celui-ci. Pour donner du sens à tout cela, il faut être capable d'avoir une grille analytique. Quel est le regard que l'on porte, que l'on peut porter sur un changement lorsqu'on est à la fois dans une phase de conception importante? Il faut avoir des outils. Alors, dans cet ouvrage publié en 2009 avec le collègue Jean-Pierre Béchard, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous proposions de considérer l'innovation selon 3 grands temps, 3 grandes phases, que sont la phase de conception, la phase d'implantation et la phase d'évaluation. Sous chacune de ces phases, nous avons donné naissance, à travers les travaux des chapitres qui composent le bouquin, à 9 conditions qui permettent de baliser le travail de conception, qui permettent de baliser le travail d'implantation et, de la même façon, le travail d'évaluation. Et c'est à partir de cet outil que j'ai donc fait, ici, a posteriori, l'analyse de l'évolution de ce cursus de formation qui est le programme MD, et je vous partage ce travail ici, aujourd'hui. Alors, de quoi est-il fait, ce programme de formation médicale à l'Université de Sherbrooke? Une figure toute simple que je vous propose, mais juste avant. Donc, le cursus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a évolué sur 30 ans. Il y a eu 3 grands moments qui ont pu être identifiés de changement, de révision. Alors, en 1987, on qualifiait ce changement suffisamment important d'innovation pédagogique et curriculaire, j'y reviendrai. Le but était donc d'implanter cette chose toute nouvelle à l'époque, toute nouvelle parce que l'apprentissage par problème était né il y a de cela pas très longtemps, ou à la fin des années 60, au début des années 1970, dans une université canadienne de la province voisine, qui est la province de l'Ontario au Canada. Et l'université était l'université McMaster, où le corps enseignant, les responsables, les directions, personnes impliquées dans la direction du programme de formation médicale ont voulu penser et faire autrement la formation de ces médecins. Ils sont donc arrivés à penser une réelle une innovation de premier ordre, une création de fait qu'on a appelée l'apprentissage par problème. Et en 1987, c'était la première fois qu'on l'implantait dans un milieu francophone. Alors voilà, c'était lancé suite au leadership d'un vice-doyen aux études du nom de Jacques Desmarchais. Il avait réussi à mobiliser ses troupes et après une année ou 2 de préparation, on a lancé le tout en 1987. C'était vraiment un niveau pédagogique et curriculaire, un grand changement. En 1995, il y a eu un premier mouvement de rénovation ou d'évaluation de ce qui avait été mis en place. Alors, on a parlé à cette époque d'améliorer l'apprentissage par problème. On verra les branches ou les orientations que ça a pu prendre tout à l'heure. Il y avait donc des avancées en recherche qui étaient arrivées dans la littérature. L'environnement de formation avait évolué. On avait admis de nouveaux collègues, comment on les accueillait, comment on faisait la transition. Les étudiants changent à chaque année. Vous voyez ces questions générationnelles des générations X, Y, Z, milléniaux, etc. Donc, il faut quand même tenir le rythme de ces changements. Donc, on a réfléchi la formation à ce moment. Et à nouveau, en 2010, un deuxième grand mouvement auquel j'ai participé de façon plus importante cette fois-là, qui visait aussi, naturellement, à améliorer la formation, mais sur d'autres axes que ceux qui avaient été déjà, en partie du moins, qui avaient commandé le changement ou la rénovation faite en 1995. Alors voilà. Le programme ressemble à ceci dans sa forme la plus simple. C'est sur 4 années. Désolé pour la diapo en anglais, là, je n'arrivais plus à trouver la version française, mais c'est assez simple, je vous l'explique de toute façon. Donc, 4 grandes phases de formation, si on inclut la formation clinique, les stages cliniques. Donc, la phase 1, qui est une phase qui initie ou rappelle, vous savez qu'au Québec, avant d'arriver à l'université, on a une formation dans les collèges ou des cégeps, collèges d'enseignement général et professionnel.
où les personnes qui ont choisi d'aller dans ces filières de formation des sciences de la santé ont reçu les bases des connaissances biochimiques, disons, qui sont utiles, mais on prend quand même le soin, à l'entrée de ce programme, d'ajuster ces connaissances à la réalité médicale. Et donc, on va parler de biologie médicale, 4 mois de formation. Ensuite, on embarque dans un système, dans une approche par système. C'était déjà une révolution il y a déjà quelques temps, de former en médecine de cette façon plutôt que uniquement sur la base des connaissances des différentes parties du corps humain. Alors voilà, donc pendant une année et demie, si l'on veut, il y a une suite de formations qui s'inscrivent là-dedans. Et dans cette version de 1987, c'est là où s'inscrivait l'apprentissage par problème. Toutes les connaissances à apprendre liées à l'ensemble de ces deux phases n'étaient enseignées que de cette façon. Plus d'amphi, comme on le voit ici maintenant, plus d'enseignants qui viennent devant expliquer ce dont il est question, leurs connaissances fines et autres. Et ça se concluait à la 3e année, au début de la 3e année, par ce que l'on appelle une unité multidisciplinaire qui visait justement à croiser des regards issus de problématiques de santé qui mobilisaient des connaissances variées. Parce que vous le verrez tout à l'heure, la formation des phases 2 et 3 est orientée sur une logique organe ou système. Et donc, on pouvait avoir donc une unité cardio, une unité pneumo, etc. Il fallait un jour, naturellement, décloisonner ces représentations un peu trop en silo, puisque les problèmes de santé ne connaissent pas ce type de frontières, comme vous êtes familier. Voilà. Et ensuite, ça se terminait par une année et demie ou l'équivalent de formation en stage clinique. Ce programme APP. Chronologie du temps maintenant, comment les choses se sont passées, comment je peux vous les réinterpréter à travers la grille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, de 1987 à 1995, si on regarde l'étape de conception, les principaux constats, parce qu'il y en a naturellement un peu plus qui ont été faits, dans un chapitre, tout ce que je vais vous raconter maintenant, ça va être publié en mai dans un chapitre de ce que l'on appelle aux États-Unis les handbooks, donc un handbook sur le problem-based learning, où je fais état de l'ensemble de ces informations qui ont été révélées. Donc voilà, les besoins qui ont été identifiés à cette époque: favoriser la capacité des étudiants à apprendre de façon autonome. On est en 1987, donc ça fait quand même quelques temps qu'on réfléchit à ces questions. Réduire le nombre d'activités chaque semaine pour permettre le développement de l'auto-apprentissage. On réalisait dès cette époque qu'on ne peut pas tenir quelqu'un en selle dans une salle de classe 40 heures par semaine et s'attendre au final qu'il ait eu du temps pour réfléchir, faire la synthèse, disons, réfléchir aux connaissances apprises pour les représenter de la meilleure façon. Il fallait allouer un espace pour que cette réflexion, cette capacité de développement des habiletés, des habiletés d'auto-apprentissage puisse prendre place. Et ça a donné effectivement cela dans le nouveau programme. Un autre besoin important, offrir des activités de formation qui permettent aux étudiants de s'engager activement. Vous êtes vraisemblablement, je fais l'hypothèse, bien que dans peut-être 30 minutes, votre cerveau va commencer à être influencé par le cerveau 2, c'est-à-dire votre système de digestion. Et donc, peut-être que vous allez ralentir au niveau du traitement de l'information que vous êtes capable de faire maintenant. Mais dans tous les faits, je fais l'hypothèse que vous êtes quand même actif, là, intellectuellement, cognitivement. Mais il n'en demeure pas moins que si je vous tiens ici pendant les 4 prochaines heures, les 5 prochaines heures, ce rythme de traitement de l'information va diminuer. Alors, il faut faire autrement. Ça ne peut pas être que cela pour permettre de faire en sorte que les étudiants s'engagent. Qui dit activement ne veut pas dire que activement au sens physique du terme, mais bien sûr tout autant au sens cognitif. Donc, de grands besoins qui ont fait en sorte alors que des orientations ont été données à la phase d'implantation. Alors, vous l'avez vu dans le schéma tout à l'heure. L'apprentissage par problème a donné un grand coup de balai et a déplacé toute formation de type ex-cathedra ou magistrale au profit de ces petites unités de travail de 7, 8, maximum 10 personnes qui, à l'aide d'un outil que l'on appelle une situation problème, devaient tenter, de comprendre ce qui se passe dans cette situation problème qui, traditionnellement, tient sur une page. L'idée étant pas de tout raconter, autrement dit, l'idée étant de lancer certaines informations, créant alors un besoin d'aller chercher davantage de données et de comprendre ce qui s'y passe.
Alors, première cible, comprendre. Deuxième cible, envisager possiblement une intervention possible ou des interventions possibles. Mais avant tout, comprendre. Alors donc, un grand changement suite aux observations faites. Ensuite, développer ou inscrire dans cette formation une perspective un peu plus humaniste, qui n'était pas présente, on avait fait le constat à l'époque, dans le programme précédent. Ajouter les connaissances ou tenir compte davantage des connaissances antérieures des étudiants. Vous savez que la littérature est très éloquente à ce niveau. Vous, maintenant, vous m'écoutez, mais vous mobilisez en ce moment pour donner du sens à ce que je vous dis, ce que vous savez déjà de ce que veut dire apprendre, de ce que veut dire enseigner, de ce que veut dire un programme, comment il se conçoit, comment il est conçu, etc. Autrement dit, vous ne partez pas, je ne peux pas considérer que vous ayez rien en tête en ce moment et que vous compreniez tout ce que je vous dis comme si c'était tout nouveau. Vous, de fait, tentez de faire du sens en reliant le savoir dont je vous parle aux connaissances que vous maîtrisez déjà. Et ce sont ces connaissances antérieures qui vont ou faciliter ou poser un frein parfois à l'acceptabilité ou à la capacité à donner du sens à ce que je vous raconte. L'apprentissage par problème, comme méthode pédagogique, confronte ce fait à premier niveau, puisque dans une première étape de l'analyse d'une situation problème, on ne part donc que des connaissances déjà acquises ou apprises des étudiants, avant même d'introduire toute nouvelle connaissance, et on le verra un peu mieux tout à l'heure. Quatrième élément dont je souhaite vous parler maintenant, c'est donc d'offrir un soutien à l'intégration des connaissances. Le thème de l'intégration des connaissances est fondamental. Plusieurs recherches à nouveau l'ont illustré, en particulier en psychologie ou en sciences cognitives. L'organisation des connaissances en mémoire est déterminante. Plus ces connaissances sont structurées, organisées en soi, plus l'information sera aisément stockée en mémoire à long terme, aisément rappelé lorsque besoin est et réutilisé pour les bonnes raisons dans un bon contexte. Alors, on peut arriver en début d'année d'une formation médicale avec un bagage de connaissances bien structuré en biologie, en chimie, mais il faut encore une fois les réfléchir ou les revoir et peut-être corriger cette organisation en fonction de la filière dans laquelle je me suis inscrit. Alors, par exemple, dans ces collèges où on forme de façon générale plusieurs étudiants aux sciences de la santé, selon que mes débouchés vont aller vers la médecine, l'ergothérapie, les soins infirmiers ou les sciences infirmières ou toute autre formation de nature médicale, l'information ou la connaissance biologique ou chimique ne sera pas utilisée tout à fait de la même façon, ne sera pas mobilisée de la même façon, ne sera peut-être pas même non plus structurée de la même façon, puisque, comme vous le savez, on utilise beaucoup le concept, par exemple, de script pathologique pour tenter de donner du sens aux savoirs formels ou théoriques qui sont sous-jacents à la compréhension de phénomènes de santé ou de problèmes de santé. Alors voilà pour la phase d'implantation, à l'étape où ils étaient initialement suite à cette innovation. En termes d'évaluation maintenant, lorsqu'on a approché la fin de ce premier cycle de tout près d'une dizaine d'années, on a voulu donner du sens. Alors 3 sources d'information ont été ciblées. La première, c'est une évaluation du programme lui-même. L'expression utilisée en anglais est intéressante. On parle alors de tenter de « to improve ». Alors, la visée est d'améliorer l'état de la situation. Et un grand constat, il y aurait plein de choses que j'aurais pu vous parler, mais c'est celui que, de fait, on estimait à ce moment-là que l'implantation de l'APP avait été un grand succès, particulièrement du point de vue des concepteurs et des étudiants, qui, même si au départ avaient connu une certaine résistance au changement, c'est quand même un passage énorme, estimaient au final que ce type de formation les préparait beaucoup mieux à exercer le travail du médecin que ce que les formations antérieures avaient, naturellement en ayant des échos de leurs collègues qui étaient passés par là avant eux ou de d'autres programmes de formation que celui-là. Où il y avait peut-être quelques bémols plus apparents, c'était chez les formateurs, chez les enseignants eux-mêmes, qui naturellement eux-mêmes devaient changer leur façon de faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler si vous voulez aller dans cette direction à la toute fin, lorsqu'on sera à la période d'échange. Mais globalement, ce changement avait été évalué de façon positive à cette étape. Au niveau de la recherche plus scientifique ou formelle, si l'on veut, on tente alors de mesurer les effets du changement. Alors, on passe de la conception en anglais dont on parle qui est de « improve », alors on va vers le « to prove ». On essaie de démontrer si les visées, les changements, les perceptions, etc., en termes de connaissances, en termes d'habileté, en termes de savoir, allaient pour le mieux.
Et ce qui ressort de beaucoup des observations ou des constats qui étaient faits, c'était l'amélioration des compétences diagnostiques ou des habiletés diagnostiques. Pour avoir participé à une recherche à laquelle Jacques était associé, dont il était de fait le chercheur principal à l'époque, lorsque j'étais tout nouveau professeur embauché à l'Université de Sherbrooke en 1993, j'avais mis en place une expérimentation où je tentais justement de voir la capacité diagnostique des étudiants de première, deuxième et troisième année à travers un outil qui avait été mis en place. Et ce constat était très favorable. Donc, l'apprentissage par problème démontrait sa plus-value la plus importante, le fait que la littérature en parle, non pas d'augmenter le bagage de connaissances des étudiants si on compare à la prestation ex cathedra ou magistrale, mais plutôt d'augmenter leurs compétences de médecin à poser un diagnostic. Troisième étape de la collecte de données ou de l'évaluation qui a été faite, c'était naturellement de garder cette connaissance de la mise à jour des faits scientifiques ou de l'évolution des connaissances. Et deux choses ressortaient de la littérature de façon plus prégnante. L'importance d'ajouter une perspective professionnelle à la formation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un changement vers une volonté de colorer de façon plus humaniste la formation, aller vers le patient, aller vers l'individu, considérer non pas une personne en tant qu'organe dysfonctionnel, mais un système qui est attaché à une personne, qui a des émotions, qui vit du stress, etc., etc. Et donc, on avait maintenant la volonté d'aller vers une logique où la réalité professionnelle devait s'ajouter comme lecture de qu'est-ce que veut dire donner des soins, comprendre la santé, les problèmes de santé et autres. Et à cette capacité d'intégrer les savoirs, de les organiser correctement, s'ajoutait le désir de favoriser le développement des capacités réflexives, puisqu'on réalisait qu'être un professionnel, c'est aussi savoir avoir un jugement sur sa propre pratique, et pas seulement sur le statut ou l'état de santé d'une personne tierce. Il était important que je puisse savoir si, après quelques années, mois de pratique, j'avais fait un bon travail, comment j'évaluais ce travail, quelles étaient les avenues de correction si besoin était, etc. Et donc, développer la compétence réflexive ou les capacités réflexives était importante. On vient de compléter alors le premier cycle à travers les trois éléments que sont, les trois phases que sont la conception, l'implantation, la réflexion et l'évaluation. Vous comprendrez qu'à cette étape-ci, on est déjà prête à la deuxième version de ce programme, puisque les données issues de ce travail évaluatif représentaient les bases sur lesquelles allait accoucher ou se révéler le nouveau programme. Juste avant d'y arriver, parlons un peu d'apprentissage par problème pour vous donner une image un peu plus claire pour celles et ceux qui sont moins familiers avec cette méthode. Alors, vous voyez un peu la structure du fonctionnement de cet APP qui, alors, comme je vous l'expliquais, représentait l'outil numéro 1 pour former les étudiants. Il s'agit donc de 2 séances d'environ 2 heures chacune qui se déroulent sur une même semaine. Alors, on peut avoir la première séance qui se déroule le lundi et on retrouve le même groupe d'étudiants le jeudi suivant, la même semaine. Et tout ce qu'on appelle communément les tutos. Ces tutos se déroulent toujours sur un cycle de 2 à 3 jours qui séparent la séance 1 ou le tuto 1 du deuxième, l'aller ou le retour, aussi utilisé comme expression. Il y a différents modèles dans la littérature de l'APP. Ça va de 6 étapes à 9 étapes. Ici, c'est un modèle à 8 étapes si on inclut l'ensemble des rencontres 1 et 2. Il y a 5 grandes étapes dans la première rencontre. Alors, on reçoit cette situation problème sans aucune idée au départ du contenu, sauf pour le titre. Naturellement, je suis dans l'unité cardiologie. Alors, je me doute bien que l'APP ou la situation problème va porter sur un cas de cardio. Il y a une petite indication là, c'est clair, mais on ne sait pas la nature du contenu. Alors, premièrement, il est question de colliger les données de la situation problème. Donc, on en fait la lecture d'une personne, lecture de plusieurs personnes, on souligne les faits, on révèle ces faits-là, et il y a une personne qui est appelée à aller debout au tableau à l'époque. Maintenant, on peut utiliser de plus en plus l'ordinateur pour présenter l'information sur un écran comme celui-ci. Cette personne a le titre de secrétaire, voire de scribe, si elle utilise également l'ordinateur. À défaut, il y a une personne donc, qui collige de l'information sur un tableau, une autre personne qui retranscrit l'information sur un soutien quelconque, papier à l'époque, informatique aujourd'hui. Et il y a un étudiant également qui est animateur, qui donc anime la séance. Ce n'est pas l'enseignant qui a la responsabilité d'animation. C'est cette personne qu'on appelle dans le contexte de l'APP un tuteur.
Donc, on lit l'information telle que l'animateur étudiant invite tous à faire. Ensuite, de cette collection de faits, d'informations, on essaie de déterminer ce qu'est la nature du problème qui est devant nous comme groupe d'étudiants. Et alors, qu'est-ce que veut dire cette étape? Cette étape implique qu'on doit tous porter ou tenter de porter la même paire de lunettes, c'est-à-dire regarder le problème de la même façon, puisque vous savez par expérience que lire un même texte, plusieurs personnes n'auront pas dégageront pas le même sens de cette information. Donc, il y a des discussions qui démarrent. Oui, moi, je pense que. Non, ici, il y a un problème qui est plus prégnant. Non, moi, je vois plutôt autre chose. Et il doit y avoir, au final, consensus dans le groupe sur l'orientation que l'on donne à la nature du problème principal qui est révélé dans la situation problème elle-même. Ensuite, on essaie de l'analyser sous l'angle d'hypothèses explicatives que l'on formule. Alors, pourquoi? Vous savez qu'une hypothèse de nature explicative, essentiellement, fait référence aux causes antérieures qui ont amené le patient dans l'état où il est à ce moment-ci. Donc, on postule, on fait des affirmations hypothétiques pour tendre à, sans avoir, encore une fois, ouvert le bouquin sur Cardio 101, je dis n'importe quoi, comment fonctionne le cœur, quels sont les problèmes associés à, etc. Ensuite, on organise ces hypothèses pour la raison dont j'ai parlé plus tôt, une information organisée, bien structurée en mémoire, est plus aisément apprise, plus aisément mobilisée ou rappelée plus tard. Et enfin, on formule des questions et des objectifs d'apprentissage. Ce sont les étudiants qui font cela, pas l'enseignant. C'est donc eux-mêmes, ce groupe auto-apprenant, qui décide de la nature des hypothèses à investiguer, à valider ou à invalider, des questions importantes à formuler, à approfondir en lien avec la situation problème, et des objectifs d'apprentissage qui découlent de leur constat qu'on est arrivé le plus loin où l'on pouvait avec le bagage de connaissances que l'on avait, et maintenant, il faut franchir un pas de plus. Alors voilà, de quoi avons-nous besoin? Nous avons cet objectif, cet objectif, cet objectif. C'est ça dont est fait l'essentiel de la première séance, et c'était assez révolutionnaire de demander aux étudiants de savoir ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Traditionnellement, on sait, ils ne savent pas, je conçois, je livre, ils apprennent, et c'est ça. Le pari qui est fait, c'est que ce que j'ai conçu moi-même est suffisant et nécessaire pour apprendre. Ensuite, ils vont donc lire, dégager du sens à apprendre, et là, vraiment plonger dans le savoir, à partir alors de 3 sources de motivation, ces hypothèses qui viennent d'eux, ces objectifs qui viennent d'eux, et ces questions qui viennent d'eux. C'est quand même pas rien, si vous connaissez un peu les modèles motivationnels, ce sont des outils très puissants pour dégager une perception importante, qui est la perception de la valeur de la tâche, qui explique en bonne partie pourquoi une personne s'engage ou non dans une activité. Lorsque tout vient de moi comme enseignant, s'ils m'aiment bien, alors ils achètent cette idée que mes objectifs d'apprentissage pour eux sont de bons objectifs et que les tâches que je leur ai assignées sont des tâches utiles, et ils vont alors lire les textes que je leur demande de lire pour la séance suivante. Mais par expérience, vous savez probablement aussi que ce pari n'est pas toujours tenu par la majorité des étudiants à qui on espère bien que le texte, les articles, les chapitres à lire pour la séance suivante ne sont pas nécessairement bien lus, voire lus ou bien maîtrisés. Alors, des sources importantes. Et quand ils se retrouvent à la séance 2, ils ont alors on parle d'un travail plus individuel que collectif, bien qu'il n'y a pas de... Il est proposé d'être fait individuel, mais on n'a pas de contrôle sur cette étape. Ils peuvent être à 2, à 3, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est qu'ils s'y mettent. Et donc, quand ils retrouvent, ils font la synthèse de ces savoirs. Ils ont même l'occasion d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, avec des outils puissants qu'on a à la portée du doigt, ils peuvent aller fouiller dans le web, trouver des articles qui vont même au-delà de ce que j'avais imaginé être pertinent, moi, comme tuteur d'un APP. Et ils appliquent au final cette information à la situation problème pour tenter encore une fois de valider les hypothèses, bonnes, moins bonnes, de répondre aux questions posées et de voir si les objectifs de formation d'apprentissage ont été rencontrés. Et on conclut par un bilan. Alors voilà la démarche d'apprentissage par problème telle qu'elle a été pour l'essentiel implantée dès 1987 dans cette université. C'était quand même un grand changement, comme je le disais tout à l'heure. On arrive à la phase donc 2 d'implantation, et là je vais raccourcir, je ne ferai pas le tour des 3 grands moments. Là, ici, je passe à 2 sur 3, puis à la toute fin, dans le dernier cycle, je vais ne présenter que 1. Alors, pour l'implantation,
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est essentiellement question d'amélioration. L'APP devient alors la méthode pour la phase 1. Vous vous rappelez que je vous ai mentionné que pour 4 mois, les étudiants étaient en mode révision du... Mais là, on enseignait encore de cette façon. C'est-à-dire qu'il y avait un prof devant qui allait donc parler de biologie, de biochimie, de biologie médicale essentiellement, et qui allait le faire de la bonne vieille façon. C'était donc pas initialement que l'APP les frappait de plein fouet, c'était juste à la suite de la période des fêtes de la première année, donc en janvier, au retour, qu'ils vivaient leur... Là, on a décidé que c'était un peu incohérent ce truc. Pourquoi c'était valide l'apprentissage par problème pour la formation médicale en bonne et due forme, mais ce ne l'était pas pour l'apprentissage des contenus biomédicaux. Et donc, on a décidé de faire le tout par APP également. Ça a l'air de rien, mais les collègues alors qui enseignent ces cours traditionnellement ne sont pas des médecins. Ce sont des spécialistes de ces différentes disciplines. Et pour eux, c'était un énorme changement d'accepter qu'une logique professionnelle aidant à la formation professionnelle de futurs médecins devait être imposée à des personnes qui, sans dire qu'ils n'en ont rien à foutre, ce n'est pas leur priorité. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont des disciplinaires qui connaissent et maîtrisent très bien, ils sont experts dans leur domaine et ils sont très aptes à pouvoir le livrer à tout groupe qui souhaite l'apprendre, du moins sur papier. Et donc, en théorie, c'était... Alors voilà, il y a eu un grand défi là, de pouvoir convaincre les collègues, mais une personne en charge de ce projet, une dame extrêmement volontaire et très, très engagée, a réussi à mobiliser les troupes. Pas toutes à 100% au départ, mais quand même, à le faire de la bonne façon. Puis, donc, on est passé à cette étape importante. Deuxième élément, proposer d'améliorer les habiletés de prise de décision et de communication. Être un médecin, ce n'est pas que résoudre un problème. Ce sont deux grands moments importants d'un point de vue cognitif, celle de la résolution de problèmes et celle de la prise de décision. Donc, oui, madame, je comprends, votre problème de santé, c'est ceci. Bon, maintenant, que faisons-nous? Oups, on est ailleurs. On n'est plus dans la même sphère d'activité intellectuelle ou cognitive. Et on ne préparait pas les futurs médecins dans cette direction. On les préparait très bien à faire l'analyse d'une situation de santé ou d'un problème de santé, mais la suite des choses était laissée ouverte à cette étape. Puis c'était à l'étape des stages ou au moment des stages qu'ils commençaient à se frotter à ce problème de prise de décision. Communication. Vous savez pertinemment que si je ne sais pas communiquer correctement la posologie à mon patient, le problème de santé ne se réglera pas nécessairement de lui-même. Parfois, le patient, peut-être dans la grande majorité des cas, doit être un partenaire dans l'aventure, puisque ses habitudes de vie doivent changer. Son alimentation devrait également être revue. Et donc, cet aspect communicationnel était extrêmement important. On l'a introduit. Et enfin, les fameuses compétences ou habiletés réflexives dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a fait une deuxième... il y avait, oui, une petite étape dont je voulais vous parler, intermédiaire, qui va de 2006 à 2010, puisqu'on a voulu former des collègues médecins ailleurs que sur Sherbrooke comme ville. Il n'y a pas beaucoup d'universités francophones québécoises qui forment les médecins. En fait, pour être très précis, il y en a 3. L'Université Laval a un programme de médecine, l'Université de Montréal a un programme de médecine en français et l'Université de Sherbrooke. Mais des besoins importants étaient présents en région. Et donc, 2 régions, une plus près et une autre plus éloignée. Donc, la première, c'est la région de Saguenay, qui est au nord de la ville de Québec, où on a créé un petit campus, quelques personnes au départ, et on a souhaité également former des médecins dans une région francophone d'une province bilingue qui s'appelle le Nouveau-Brunswick, mais qui n'offrait pas de formation médicale en français. Et donc, on a créé là aussi un petit campus. Par contre, tout est centralisé au niveau conception et tout sur Sherbrooke à ce moment, ce qui a impliqué quand même de faire de la formation à distance dès 1995, autant pour les cours ex cathedra, parce qu'il y avait encore des petits bouts de cours qui allaient s'insérer là, que pour des APP. Donc, on a commencé à faire des tutos d'APP avec des personnes qui étaient à l'extérieur physiquement du lieu où je formais. Ça, c'était un assez grand changement et ça a créé un certain nombre d'insécurités. Ça a obligé aussi beaucoup d'investissements pour créer des salles et aménager des salles permettant de le faire facilement. Alors arrive donc la collecte de données pour le deuxième grand changement qui a été mis en place, évaluation de programme principalement dont je vous parle ici. On constate que les compétences de fin d'unité ne sont pas réellement utilisées à l'unité suivante. Cet effet silo, il était vraiment problématique. C'est-à-dire, on terminait cardio, on fermait la porte,
on mettait la clé dedans et on jetait la clé, on entrait dans une nouvelle pièce, la pièce pneumo, et ainsi de suite. C'était un grave problème pour ce qui est de la formation, le fil rouge qui devait unir l'ensemble des formations. Pour les étudiants, ce n'était pas du tout présent. Autre constat, nos activités d'apprentissage, c'est des extraits du rapport, sont structurées par silos. Donc, organes, systèmes, phases, précliniques, cliniques, qui est naturellement lié à ce qui vient juste d'être évoqué. Et enfin, les objectifs d'apprentissage sont remis aux étudiants. Ah! Les objectifs d'apprentissage sont remis aux étudiants. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec l'APP, le but, c'était qu'ils formulent leurs hypothèses diagnostiques, qu'ils formulent leurs questions et qu'ils formulent leurs objectifs d'apprentissage. On se retrouve en 2010 avec un autre régime. Vous vous rappelez tout à l'heure l'histoire de curriculum planifié ou conçu, curriculum acté ou enseigné et curriculum vécu ou expérimenté? Eh bien, les enseignants, et pas par mauvaise volonté, avaient essentiellement estimé qu'il était important de faire passer quand même un peu de contenu. Surtout que chaque unité était dans les mains des disciplinaires ou des spécialistes eux-mêmes. Donc, forcément, si on est cardiologue et on sent finalement c'est un peu léger, là, ce truc de situation-problème, on ne va pas assez loin en niveau cardio. Il faudrait quand même injecter un petit peu de contenu dans cette histoire. Donc, on ajoutait au départ 2, 3 objectifs de son cru comme enseignant ou tuteur. Puis de 2 à 3, on est passé à une dizaine. Puis de une dizaine, on est passé à des dizaines d'objectifs. Aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, on pouvait voir les objectifs de certains tutos qui faisaient 3 pages. Et quand on a 3 pages d'objectifs, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'étudiant? Je vous pose, non, mais on fait une pause là, je vous pose une vraie question. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'étudiant? Si vous recevez, après avoir fait le joli travail d'analyse d'une situation de problème, 3 pages d'objectifs d'apprentissage, vous faites quoi? Votre première réaction, c'est quoi? Bien, il faut plonger la tête première dans les bouquins parce que forcément, oui, OK, c'était joli le truc, oui, le patient vient me voir, il y a un problème, il y a des manifestations. Mais à la fin, ce qui va vraiment compter, c'est d'avoir atteint chacun. Et là, on parle d'objectifs très micro-gradués, très précis. Donc, on a démonté, on ne parle plus de l'organe, on va parler de ses composantes très précises. Alors, bon, on avait en fait un peu teinté ou affecté l'avantage plus qui était l'APP en revenant doucement, mais invariablement, à une centration très forte sur le contenu. Malgré toute la volonté initiale, malgré tous les objectifs initiaux, malgré toute l'orientation distincte et innovatrice qui avait été mise en place, le bateau, doucement, sans que le capitaine ne s'en rende réellement compte, ni ses adjoints, a fait un virage, pas à 180 degrés, mais on a passé le 90 degrés. Et si, de fait, on faisait l'analyse à ce moment-là du programme, on réalisait, comme le rapport en 2011 le constatait, que les décisions ne se prenaient plus en haut, en gardant une logique forte du programme, mais que les décisions se prenaient tout en bas, et c'est tout à fait compréhensif que ce soit le cas, quand des enseignants, individuellement ou à l'intérieur d'une unité, de département, comme c'est divisé dans cette faculté, essentiellement poussaient un peu plus de contenu chaque année. Là, on a fait le constat que c'est un petit problème. Développement de l'autonomie, quand tout nous est donné, c'est l'approche top-down. Je n'ai plus besoin d'être très autonome, puisqu'on me demande essentiellement de suivre le pas de ce que ces objectifs m'amènent à faire comme trajectoire d'apprentissage. Donc, on avait vraiment désincarné l'idée même de départ de l'APP. On a donc voulu tenter de corriger ce tir dans la phase 3. Juste avant d'y arriver, je vous présente un schéma qui illustre le parcours, mais de façon un peu plus détaillée que le premier de tout à l'heure. On a toujours les 4 années de formation. On a toujours les 3 premières phases et l'externat pour les stages. Et vous voyez mieux ici la représentation en silos des différentes organisations par organe ou système que le programme proposait. Et pour un peu déculpabiliser, c'est pas raconté ici dans l'histoire, mais vous voyez les 2 fils conducteurs qui traversent. Un collègue que j'aime beaucoup, maintenant retraité, appelait cela le muffler du programme. Mais le muffler, là, je suis... Le tuyau d'échappement, là, je parlais un peu québécois, c'est-à-dire un terme anglais. C'était le tuyau d'échappement du programme de formation médicale. Alors, si vous ne pouvez pas les lire, le premier s'intitule « Profession MD ». Et le deuxième s'intitule « Habileté clinique ». Alors, on essayait comme ça d'avoir ce fil rouge qui allait unir, lier,
Mais dans les faits, les étudiants considéraient que c'était plutôt deux trucs qui se superposaient ou étaient en dessous des unités et qui ne les traversaient pas du tout. Donc, ça ne servait pas de liant, si l'on veut, à l'ensemble de la formation. Alors, qu'est-ce qu'on a souhaité faire dans cette dernière mouture? Et là, on ne va regarder que l'étape d'implantation. L'APP, qui est encore aujourd'hui et demeure... On a lancé le nouveau programme, là, cet automne, 2017. Ça a pris... Moi, j'ai commencé à m'y impliquer à la milieu de l'année 2011. J'ai été impliqué 2 années et demie. Ensuite, il y a eu 2 années de conception, de développement des outils, et ça vient tout juste d'être lancé. Donc, c'était un gros... C'est une des grandes révisions qui a été faite du programme, peut-être aussi importante qu'en 1995. Là, j'étais moins impliqué, mais Jacques pourra peut-être vous en parler, il y était. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? L'APP allait demeurer, mais l'APP n'allait plus être 100% de la façon dont nous allions former les futurs médecins. La recension des écrits, puis là, on est vraiment là pour être impliqué dans les programmes de financement des IDEFI à l'époque, maintenant des nouveaux cursus universitaires. La recette magique, one size fits all, c'est-à-dire une pédagogie qui réussirait à combler tous les besoins de formation, c'est un leurre. C'était un leurre, on ne savait pas. C'était mieux, naturellement, on avait amélioré la situation. Mais l'approche 100% d'une même chose pour rencontrer tous les objectifs, tous les besoins, tous les défis, ce n'est pas la meilleure avenue. Et donc, on a introduit deux grandes orientations, mais celle qui domine, c'est celle que l'on appelle l'apprentissage par le travail en équipe. Malgré le fait ils faisaient l'analyse de situations problèmes en groupe de 8 à 10 personnes, ils ne travaillaient jamais vraiment en équipe, au sens où on l'entend dans le milieu hospitalier lui-même, où je collabore, j'échange l'information, je communique, je codépends. Et là est arrivé le concept d'interprofessionnalité que vous connaissez bien aussi, où l'équipe, ce n'est pas juste une équipe de médecins, c'est une équipe interdisciplinaire avec des points de vue différents, avec des perspectives et des lectures différentes. Donc, cette pédagogie, parce que là, ce n'est pas juste l'idée de l'interprofessionnalité, je vais asseoir un médecin avec un non-médecin, et tout à coup, il va se passer quelque chose de super magique, osmose, je ne sais pas, ils vont collaborer de façon efficace entre eux. Non, l'idée, c'était vraiment d'en faire une démarche d'apprentissage et d'enseignement formel, bien documenté, comme les ingénieurs ont réussi à le faire depuis plusieurs années. Un alignement plus explicite entre les connaissances à acquérir, ce que l'on appelle traditionnellement les ressources, les exigences de la tâche et le contexte dans lequel elles prennent place plutôt, soit les conditions de l'action. Je ne vous l'ai pas mentionné ici, mais un des grands changements en 1995, c'était l'introduction de l'approche par compétence. En fait, ce n'était pas tant l'approche par compétence que la notion de compétence, puisqu'on avait déjà l'APP. On ne cherchait pas une nouvelle approche pédagogique ou curriculaire. Puis je veux aussi mentionner que quand je vous parle d'apprentissage par problème, on a vu le schéma sur 2 séances, mais dans la tête des médecins de l'époque, l'APP, ça n'existe pas au niveau d'un cours comme pédagogie. Ça n'a de sens que lorsque ça touche l'ensemble du cursus. Quand on a voulu implanter l'APP, comme je l'ai fait en 1994 dans mon cours à la faculté d'éducation, ils me regardaient très étrangement en me disant « Mais c'est pas de l'APP, ça. C'est un tuto. » Pardon, mais l'APP, c'est alors plutôt une aventure sur tout un cursus. Ça implique une structuration différente, ça implique une logique d'appropriation des contenus différente. Toi, tu le feras là dans une petite fenêtre qui s'appelle un cours de 45 heures. Mais pour eux, c'était un peu étrange. Aujourd'hui, dans la littérature, on voit autant l'APP, mais peut-être même davantage dans une logique cours que dans une logique curriculaire. Donc, je mentionne cela parce que quand on a apporté donc, la notion de compétence, ça ne devait pas changer le programme de façon substantielle ou de façon importante. C'était plutôt introduire l'idée qu'à la fin d'une formation, il vaut mieux être compétent finalement, et puis ça devrait orienter un peu différemment. Mais ça n'a pas réellement changé l'approche en silo. Ça n'a pas réellement changé le fait qu'on fermait la porte à la fin d'une unité pour en ouvrir une nouvelle. Là, on en a pris conscience de façon plus explicite et on a vraiment, et c'est une des conclusions qui va suivre, là, déconstruit l'approche en silo que vous venez de voir dans le schéma qui est là. Et on a vraiment finalement embrassé ou accepté un peu mieux et de façon un peu plus cohérente ce qui est derrière le message d'une approche par compétence. Donc, les connaissances, pour faire du pouce sur ce que je viens de dire, ne sont donc plus regroupées par système ou organe. Ce sont plutôt les situations cliniques maintenant qui dictent les connaissances qui doivent être abordées et donc une vision beaucoup plus intégrative des savoirs ou du savoir médical que ce que l'on avait réussi à faire jusqu'à ce moment-là. Et enfin, naturellement, comme vous le comprenez aussi, puisque ça nous frappe de tous les côtés, tout le contenu
à utiliser, médicales, de formation, les situations. Tout passe au numérique. Il n'y a plus du tout une feuille de papier maintenant qui sera exigée pour un plan de cours. Tout est fait à travers l'outil informatique. C'était aussi un grand changement. Celui-là, il s'est préparé quand même sur plusieurs années. Il n'est pas arrivé de but en blanc. Alors, ça fait le tour de ce cycle, et mon dernier cas de référence est celui-ci. De cette logique très fermée des curriculums conçus, planifiés, etc., arrive cette proposition beaucoup plus systémique ou, disons, fluide, qui est celle du curriculum en développement. Cette vision a été celle que moi, je leur ai proposée lorsque j'ai été sollicité pour les accompagner, de faire en sorte que, plutôt que de le voir, je révise à chaque fois que le comité d'agrément vient me voir, ou je réfléchis le changement, est-ce que j'ai bien fait? Non, ce truc doit se faire de façon quasi continue. Pas au sens de tout rebrasser la baraque de but en blanc, mais vraiment au sens de concevoir que tous ces partenaires dans l'aventure, que sont étudiants, concepteurs, professeurs et direction d'un programme, doivent être collaborateurs dans l'aventure du changement et être impliqués dans l'évaluation également au fur et à mesure que le travail avance et que l'évolution des connaissances évolue, etc. Et c'est donc le curriculum comme processus plutôt que comme produit qui vient un peu changer la donne, beaucoup en fait, pour concevoir non seulement une innovation, mais la façon dont elle va évoluer dans le temps. Pour conclure, donc changer les pratiques pédagogiques et curriculaires, vous l'aurez bien compris, n'est pas une chose aisée, et même lorsque tout le monde se mobilise, garder tout cela en question n'est pas évident, puisque ça bouscule les idées reçues, les dogmes, les perceptions que les gens ont. Donc, il vaut mieux être préparé à bien faire ces choses, il vaut mieux donc s'appuyer sur une littérature, des données probantes et en produire de ces données probantes dans un travail de recherche que je pourrais documenter, le travail de changement que je tenterai de documenter. Et finalement, cette analyse rigoureuse dont je vous ai proposé une démarche ici, devrait aider aussi à faire en sorte que dans la durée, le travail d'ajustement, de mise à niveau ou d'appoint puisse être fait de façon beaucoup plus douce et sans créer de grands schismes ou de difficultés de transition, etc. Alors, tout ce que je vous ai raconté est publié dans ces deux chapitres voilà, de différents bouquins. Et je vous souhaite un très bon printemps pédagogique et d'échanger quelques minutes avec vous. Il reste une dizaine de minutes. J'avais prévu 45, ça a pris 50. Oh, reste ici. Va dans la lumière.